Bonjour YouTube, aujourd'hui je disais, on a des choses à faire. Parce que... voilà. Je disais qu'on avait des choses à faire mais que j'avais pas envie. Ça arrive fréquemment en ce moment. Mais en même temps il fait froid, il y a du vent, c'est agréable. Bon, on va commencer direct. Comment ça va? Dites-le en commentaire. Euh, Ça. J'ai trouvé ça. Oui, parce que maintenant je fais plus semblant, je regarde sur les réseaux sociaux. Puisqu'encore une fois je n'ai pas de télé, je regarde sur les réseaux sociaux de quoi parle la télé quoi. Donc quel sondage se balade en ce moment. Mais avant de parler de ça, j'ai trouvé ça. C'est un peu ce dont on parle depuis un moment. Ça a été fait par un bon pote. Mais c'est un peu ce qu'on fait depuis un moment. Par contre, il manque des trucs, hein. Alors, il y a des trucs douteux. Par exemple, Pierre-Édouard Sterrin, exécrable. Mais commander des sondages, bon, ça va. Tout le monde a le droit de commander des sondages. En plus, ils ont pas l'air de floud particulièrement Opinionway ou IFOP, où ils font passer leurs idées par les sondages, ça c'est pas cool. Et quelles idées en plus. Mais ils contrôlent pas IFOP et Opinionway. Par contre, Bernard Arnault détient Opinionway, ok. Vincent Bolloré détient Havas qui détient CSA, ça on avait vu. Mais Vincent Bolloré, il a aussi nommé Bernard Sananès à la tête de Elab. Hein. Il n'y a pas Elab. Puis après, il y a des déclarations de gens. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'y mettent aussi. Bon, c'est grâce à Viktorovitch, hein, j'imagine. Il a fait un stream il y a pas longtemps sur les sondages. Nous, on en fait depuis un moment. Bravo d'être là. Bon. Les sondages, c'est manipulé, d'accord. Bon, comment déjà? On va reprendre les bases. Vous connaissez la commission des sondages? Nous, oui. Maintenant, ça fait un moment. La commission qui s'occupe de vérifier la méthodologie, en tout cas une partie de la méthodologie, pour tous les sondages qui s'occupent des élections. Bah, on est dans une démocratie, les élections c'est central, c'est important, il faut un organisme qui les surveille. Eh bien, il y a la commission des sondages, il y a eu tout un arc sur la commission des sondages. Au début, c'était super. Après, on a compris que c'était que dans un cadre restreint, hein, les sondages à portée politique. Et en fait, non, c'est vraiment les sondages où on demande pour qui vous allez voter, parce qu'en fait, ils n'ont pas de moyens. Et après, j'ai une petite entrevue avec la secrétaire générale qui nous a révélé qu'ils étaient 3 en fait. Donc, bon, on fait de notre mieux, mais force est de constater que les sondages à portée politique et peut-être même les élections, d'une certaine manière, ne méritent pas beaucoup de moyens d'après l'État. Bon, toujours est-il que la commission des sondages existe et qu'aujourd'hui on va parler de sondages où on demande pour qui vous allez voter. Puisqu'on est à un an des présidentielles, bravo à nous. Ça arrive. Et il y a eu plusieurs sondages. Lesquels? Le premier, c'est ça. La Tribune, sondage. Alors, je vous explique le cheminement. Hein. Enfin, la Tribune qui a fait le sondage. Celle qui l'a publié en premier. Et qui l'a commandé. Sondage, président idéal des Français à 47 ans. Moi, ce qui m'a fait rire, parce qu'on aurait pu passer directement dans le vif du sujet. Mais ce qui m'a fait rire, c'est vraiment... C'est ça la donnée la plus importante. Je crois pas, hein. Dedans, il y a plein d'autres caractéristiques que les Français attendent, Français et Françaises d'ailleurs, attendent de leur futur président ou présidente. Et bon, la méthodologie est pas ouf, hein, vous y attendez, mais vraiment, ce qu'ils retiennent, c'est l'âge. Et ils retiennent d'autres choses aussi, comme dans cette belle capture d'écran que j'ai déjà ouvert dans un autre onglet. Hein. Si c'est flou, ça n'est pas la compression de YouTube. C'est bien la qualité qu'ils ont mis. C'est vraiment honteux. On arrive à discerner.
Mais on n'aura pas besoin de discerner de toute façon, parce que évidemment j'ai été chercher le sondage d'origine, dont ils ne citent pas la source dans leur article, hein. Ce serait trop simple. Jamais d'ailleurs. Ça, je suis pas journaliste. Mais les journalistes, pourquoi vous citez pas vos sources? Enfin, vous les citez, mais mettez un hyperlien. Moi, ça m'intéresse de savoir le sondage, et pourtant, je dois aller le chercher moi-même, quand il est disponible. Parce que la semaine dernière, il y avait des sondages qui étaient même pas disponibles. Bon, là, ça parle des élections et des intentions de vote, donc ils sont forcément disponibles. Ou alors, il y a marqué, comme CSA, on avait vu, qui mettait non assimilable un sondage au sens de la loi, et du coup, tu peux dire ce que tu veux. Et tu seras repris autant par les journalistes. Ça, c'est beau quand même. C'est ironique, évidemment. Alors, la tribune dimanche. Je disais, on a trouvé la source. Les Français est la présidente de la République idéale. Alors, je me suis pas éternisé, mais vraiment, de ce que j'ai vu, ce sondage a été repris par tous les médias de droite, mais du coup, les médias tous les médias de la télé. Non, la gauche en a parlé pour dire que c'était pas bien. Ah, pas encore. Oui, moi je suis en train de le faire, je suis de gauche. Institut Elab. Comme je disais, c'est Nanès, hein, donc Bolloré. Pour changer. Quoi d'autre? Oui, ça a été repris partout. Mais vraiment, c'est pas bien. Est-ce que j'ai... Oui, évidemment. Alors, il y a plusieurs choses qui sont terribles. On va pas revenir sur ce qu'on a l'habitude de voir, même si ça nous rend dépressif. Échantillon de 1000 personnes, ce qui est étonnant. Alors, première chose, parce que ça on n'a pas l'habitude de le voir. Échantillon de 1000 personnes. Pourquoi c'est étonnant? En fait, 1000 personnes, c'est le minimum pour dire que t'es un sondage efficace. Mais pas, enfin, tu peux faire moins, juste t'es une merde. Par contre, c'est suspect, parce qu'on n'atteint jamais 1000 personnes. On atteint toujours 1003 personnes, 1010, 1000 un peu plus. Pas un peu moins, sinon on est une merde. Mais 1000 personnes, ça peut nous laisser penser qu'il y a des résultats qui ont été exclus. Pourquoi? Eh bien, dans des intérêts politiques, certainement. C'est la première chose qui peut nous venir. Mais on va voir, peut-être pas. D'autant que la fiche technique, publiée par Elab, ne nous parle pas de redressement. Eh bien, interrogation, ou enquête, hein, on appellerait ça plutôt. Constitution de l'échantillon, méthode des quotas, critères minimum, variable minimum. Et mode de recueil et date de terrain. 14 au 15 avril, on a l'habitude, c'est un mardi, mercredi. C'est nul à chier. On va pas s'éterniser encore une fois dessus. Mais ça représente des gens qui sont dans la précarité ou au contraire qui sont favorisés. Ça les rejoint sur un point, c'est qu'ils vont chercher une droite assez rigide. Extrême peut-être. Note sur les marges d'erreur. Un échantillon de 1000 personnes, bon ça, encore une fois, ça n'est pas applicable. Parce que ça ne fonctionne premièrement que s'il n'y a pas de redressement. Mais a priori, il n'y en a pas. Puisqu'ils n'en ont pas mis dans leur méthodologie. Ils auraient été honnêtes sinon. Ça ne fonctionne pas s'il y a un redressement. Et ça ne fonctionne pas si on est des merdes. Voilà. Et on parle bien de Elab. Je ne fais que dire ça. J'ai pas fait le lien, c'est vous qui faites le lien. 45% des Français disent qu'il existe au moins une personnalité politique qui leur convient en vue des présidentielles 2027. Ok. Pour le coup, question pertinente. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la politique? Au scénario politique. Personnalité politique française est la prochaine élection présidentielle de 2027, de laquelle des affirmations suivantes êtes-vous la plus proche? C'est clean, on a vu pire. Peut-être qu'il a à prendre ses erreurs. Je n'y crois pas une seconde.
Mais par contre, c'est clean. J'aurais posé la question comme ça. Non, c'est pas mal. C'est assez neutre de poser la question, de faire une série d'affirmations et de demander de laquelle vous êtes la plus proche. Le seul problème étant que il n'y a pas de nuance. On aurait pu espérer, souhaiter, ils divisent la question en disant vous vous reconnaissez dans une personnalité politique qui se présente aux élections présidentielles. C'est même pas, il n'y a même pas la question de se présenter ou pas. Ouais, est-ce que vous vous reconnaissez dans une personnalité politique en vue de l'élection présidentielle de 2027 ? Tout à fait d'accord, plutôt d'accord. Neutre, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Et là, on aurait eu une nuance. Voilà. Je disais que c'est comme ça que j'aurais posé la question, mais en fait non, j'ai changé d'avis. J'aurais apporté de la nuance. Parce que on aurait peut-être pu voir que les gens étaient pas très confiants. Voilà. Ou au contraire. Mais comme ça, on a un peu plus de variation. Responsable politique, chef d'entreprise, intellectuel, les 3 profils que les Français jugent le plus à même d'être un bon président, une bonne présidente. C'est super, on voit ça depuis quelques années. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres versions de ce truc. Oui, il y a marqué là. On en fait un en février 2020, où je me souviens qu'il y avait ce chiffre-là, où les Français plébiscitaient des chefs d'entreprise. Vous avez passé au-dessus des intellectuels, machin et tout. Mais aujourd'hui, plus 8, donc il y a une nette avancée de est un responsable politique. Peut-être, Macron s'il donnait une bonne leçon. Donc chef d'entreprise, il est pas chef d'entreprise, mais il suffit pas de savoir gérer une entreprise pour savoir gérer la France. Et oui. Les ouvriers employés, ils sont pas très hauts, mais c'est quand même les plus radicaux. Puisque j'imagine en premier, ils mettent ouvriers employés. Donc si on faisait un autre mode de recueil, je vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être qu'ils se retrouveraient plus haut. Est-ce que c'est un choix ou pas? Je sais pas. Parce qu'on peut pondérer différemment, hein, sans entrer dans les détails, mais on peut dire que le premier choix que mettent les gens, c'est le choix le plus décidé, et du coup le faire remonter un peu, ou voire faire une autre infographie en mettant que les premiers choix, et dans ce cas-là, ouvrier employé serait en deuxième, mais c'est plutôt de gauche de dire ça. Et l'ab ne l'est pas. On va voir, est-ce que ce prisme fonctionne? Est-ce que l'ab sert un agenda politique? Oui. Voilà, j'ai donné la réponse. Il n'y a pas beaucoup de doutes, hein, particulièrement chez Elab et chez CSA. De la merde. Hein. L'honnêteté, la proximité, le courage, la détermination. On a déjà parlé de la sociologie des sentiments. Très difficile à aborder et à recueillir surtout. Beaucoup de méthodologies, très peu qui sont applicables partout. Comme on avait dit la dernière fois, hein. Il y a 2 grands pans de la sociologie en ce moment. Parce qu'on vient de la sociologie, on en parle. 2 grands pans de la sociologie où la méthodologie est encore en formation. Et encore, sociologie des sentiments c'est pas mal. Juste c'est trop organique pour avoir une fiche à appliquer partout. Mais il y a sociologie des sentiments, donc recueillir ce genre de données. Hein. Parce qu'en fait il suffit pas de poser la question comme ça, c'est dommage. Et également la sociologie des réseaux sociaux. Où c'est délicat d'aborder cette thématique-là, parce que c'est rare que les gens qui étudient le terrain soient ceux qui ont les éléments de langage. Voilà. Parce qu'il y a une culture internet qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper. Margaret Mead, dans Adolescence à Samoa, nous a donné une bonne leçon. Allez voir, c'est polémique.
elle est arrivée sur un terrain sans connaître tous les non-dits. Et elle s'est fait avoir. Mais elle a quand même grandement contribué. Et elle a découvert ça. En tout cas, non, il ne suffit pas de poser la question quelles seraient ses principales qualités. Quoi? Quelles seraient ses principales qualités de la présidente de la République idéale? Bon, petite faute de frappe, on n'en veut pas, c'est pas leur travail de poser des questions. Quelles seraient les principales qualités du président de la République? L'honnêteté en premier. Mais en fait, voilà. Pourquoi ça marche pas? Quand on s'intéresse aux sentiments, que ce soit les sentiments vis-à-vis de quelque chose, les sentiments attendus de quelque chose, ou en l'occurrence des qualités comme ça, ce qu'on cherche à recueillir, c'est quel est l'attachement le plus fort des sondés à un de ces principes-là. Bah, suffit pas de leur poser comme ça. En fait, la méthodologie est encore en construction, mais le consensus qu'on a quand même, c'est qu'en sociologie des sentiments et des émotions, mais voilà, on ne fait pas de quantitatif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de questionnaire où on demande les choses comme ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est compliqué d'expliquer un consensus, mais en gros, il faut se dire que quand les gens répondent à des questionnaires, ils se mettent dans un mood. On peut pas contrôler ce mood, et il y a plusieurs choses qui vont l'influencer. C'est-à-dire que la méthodologie pour un questionnaire auto-administré en ligne, un questionnaire administré par téléphone, un questionnaire administré en face à face, ou un questionnaire administré en ligne avec assistance, enfin plein de questionnaires différents. Et chaque type va avoir ses biais. En l'occurrence, questionnaire auto-administré en ligne, donc bonjour, répondez à ce questionnaire, démerdez-vous. À plus. Ok. Première chose, est-ce que Elab rémunère? Ça ne sera pas le même mood si on est rémunéré. C'est comme tous les questionnaires, je prends surtout l'exemple de ça parce que les études se sont portées sur les questionnaires où on demande le niveau de satisfaction ou de bonheur. Les résultats sont très différents si on rémunère à la fin ou pas, ou si on dédommage. Mais c'est la même chose dès qu'on s'intéresse aux sentiments. Là, peut-être que l'honnêteté, elle est particulièrement haute. D'une part, parce que il pense à la rémunération à la fin, et que donc il faut être honnête. Le parallèle est pas évident, mais dans le sens où il faut que l'Institut Elab soit honnête aussi, et donc c'est l'honnêteté, le sentiment qu'ils auront au premier. Mais également, quand on fait une liste comme ça, c'est pour ça que c'est le plus gros désavantage du qualitatif, c'est que ils ont, a priori, pas a priori je vous le dis, ils ont pas laissé une case qu'on peut remplir, donc on va pas vraiment donner le premier sentiment qui nous vient, mais ils ont mis une liste de choses, et donc naturellement on va pondérer en fonction de ce qui nous paraît le plus important dans cette liste, et pas forcément en fonction de ce qu'on aurait mis à l'origine. Peut-être un peu exagéré cette musique. On est d'accord? On est d'accord. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça, pour plusieurs raisons, mais c'est super. On peut être d'accord sur le fait que l'honnêteté c'est important. Voilà. Le courage, nul à chier, ça veut rien dire. La proximité, l'écoute, c'est important. La détermination, nul à chier. En fait, il n'y a pas de... Il y a une autre raison pour qu'on ferait pas ça en sciences, c'est parce que ça sert à rien. En fait, normalement, en sciences, quand on veut poser une question, c'est qu'on s'intéresse à un sujet. Et donc, on donne des pratiques, c'est le mot d'ordre, ou
l'avis sur un élément d'actualité qui nous permet d'en déduire un avis plus global. Ça, c'est beaucoup trop vaporeux. Ça, c'est un nuage de mots, en fait. Mais en moins bien, parce que ça vient pas des gens. C'est une liste qu'on a déterminée à l'avance. D'autant qu'il n'y a pas autre. Donc vraiment, non. 47 ans l'âge idéal, pourquoi c'est ce chiffre qu'ils ont mis en avant? Qui s'en branle? Alors par contre, ils peuvent en être fiers parce que là pour le coup, ils ont laissé une case à remplir. Donc bravo à eux, c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais ils ont laissé une case où on pouvait mettre le chiffre qu'on voulait, le nombre qu'on voulait. Que les personnes interrogées voulaient. Et pourtant, ils ont fait un regroupement. En fait, j'ai rien dit. C'est comme ça qu'il faut faire, mais faut pas faire de regroupement. Bon, après, c'est peut-être plus facile à lire, mais c'est moins... Voilà. Évolution par rapport à l'enquête. Et Lab européen. Je le cache ou pas? Un peu. C'est écrit en bas à gauche, au-dessus de ma tête. Évolution par rapport à l'enquête et Lab européen. Donc ils ont fait une évolution par rapport à une autre enquête par un autre commanditaire, donc probablement une autre question. Donc ça ne fonctionne pas de calculer l'évolution par rapport à une autre enquête. N'a peut-être pas posé la même question. Parce que c'est sûr que c'était pas le même questionnaire en tout cas. Donc ils étaient pas dans le même mood. Parce que la science c'est quand même une histoire de refaisabilité, c'est pas ça le mot. De reproductibilité. Voilà. La science c'est quand même une histoire de reproductibilité. C'est comme ça qu'on reconnaît une science. Et c'est ça qui fait un peu la différence entre la vision des sciences molles et des sciences dures. Je m'écarte un peu. Petite parenthèse. Sciences dures, sciences molles, ça vous dit un truc? Sciences dures, c'est celles qui sont stylées. Sciences molles, c'est celles qu'on comprend pas. Parce que sciences dures, c'est quand on dit scientifique, oui, bécher, alambic, voilà, paillasse. Et non, ça c'est un laboratoire de sciences dures. Dans les laboratoires de sciences molles, c'est beaucoup de papier et de notes et de post-it et de ordinateur pour écrire. Et de calepin pour quand on reçoit des gens pour leur poser des questions. Et des petits trucs pour écrire debout. C'est ça qui ressemble à un laboratoire de sciences molles. Mais les deux, voilà, qu'est-ce qui fait une science? La reproductibilité, c'est-à-dire que quand on obtient un résultat, on a publié tout ce qu'il faut pour que quelqu'un d'autre puisse le faire, en sachant qu'en sciences dures, c'est reproductible à 100%. C'est-à-dire qu'on va noter tous les trucs. On a obtenu une réaction en chimie, par exemple. Et bah ok, c'était à tant de degrés, avec ces réactifs-là exactement, ce dosage, ces outils, ce timing, machin. Donc, les lois de la physique veulent que ce soit reproductible à 100%. Si on le refait avec exactement les mêmes critères, on obtiendra exactement le même résultat. Voilà. En sciences molles, on veut être reproductible aussi, mais on s'intéresse pas aux mêmes choses. Et donc quand on va interroger des gens, on peut dire j'ai interrogé ces gens, on peut pas dire qui, et tant mieux, c'est anonyme. Mais on peut dire où ils étaient. On peut donner le plus de critères possible, mais ce sera pas, enfin ce sera reproductible. On atteindra d'autres résultats, mais on peut refaire la même enquête. Normalement, on atteindra des résultats pas si différents non plus, idéalement. Si on obtient des résultats différents, c'est que la société a changé. Et voilà. Mais il faut que ce soit reproductible. Et même si on n'obtiendra pas les mêmes résultats, l'enquête sera refaite. Et même si on veut pas refaire l'enquête parce que c'est super long, il faut que ce soit reproductible dans le sens où il faut que ce soit crédible.
Donc on donne le plus de méthodologie possible pour dire bah j'ai fait gaffe à tout en fait. Voilà. Sciences dures, sciences molles. Sciences molles est plus agréable à pratiquer, je trouve. Sciences dures est plus agréable à pratiquer pour les gens qui ont envie de faire des trucs en sachant ce qu'ils vont avoir à la fin. Sciences molles est pleine de surprises. Sciences dures est mieux valorisée. Sciences molles paye très mal. Plus d'un tiers des Français souhaitent une présidente qui s'affranchisse des clivages partisans en recul. Par rapport à une autre enquête qui ne posait pas la question de la même manière, c'est ça? Ouais. Toutes les comparaisons avec l'enquête ELAB européen du 21 avril 2016, c'est pas le même candidat et c'est pas le même questionnaire, donc on va s'en foutre. Voilà. En 10 ans, les attentes d'une présidente positionnée à droite ont nettement progressé. En 10 ans, je viens de croire, mais est-ce que c'était les mêmes modalités il y a 10 ans? Est-ce que tu rémunérais les gens de la même manière? En tout cas, ils répondaient pas de la même manière. L'accès aux outils du numérique n'était pas le même il y a 10 ans. Donc pas la même ergonomie, pas les mêmes gens qui étaient sur Internet. Il y a 10 ans, Internet plutôt de gauche? Oui. Aujourd'hui, plus globalisé. Donc ça dépend aussi du changement de la structure des utilisateurs et utilisatrices d'Internet. Hein. Pas uniquement de la présidence. En 10 ans, en fait, il y a trop d'écart. En 10 ans, il y a trop de choses qui ont changé. Donc ça marche pas non plus. Une majorité de Français attend du président idéal qui leur rassemble... Une majorité de Français. Bon. L'écriture inclusive n'existe pas sur français. Par contre, il existe sur président, présidente idéale, qu'il. Bon, c'est pas leur métier de poser des questions, mais quand même si. Qu'il ou elle rassemble les Français, Françaises, et apaise la société. Bon, encore une fois, ça c'est des sentiments. Hein. On peut pas poser les questions comme ça. Ça c'est... Ça, je sais, la science molle c'est long. La sociologie particulièrement. Mais ça c'est les conclusions d'une enquête. C'est pas les résultats d'une question. Normalement, tu dois avoir fait toute une enquête qui te pousse à émettre cette hypothèse en conclusion. C'est tout. C'est toutes les pincettes que tu peux prendre. Et poser cette question stricto sensu aux gens, ça marche pas. C'est tout à l'heure, enfin, je disais que c'était trop vaporeux. Là, c'est pire que vaporeux. Là, c'est du gaz. Ça veut dire quoi qu'il rassemble et apaise la société? Apaiser de quoi? Rassembler sur quoi? Marche pas. Et on voit l'hypothèse derrière par contre. Droite. Gauche. Voilà. Mais dans ce cas-là, mais droite-gauche. Hein. Et en plus, ils le mettent plus tard. Si vous étiez présidente de la République, sur quel domaine vous agiriez en priorité? C'est là que je voulais en venir. Cette question ne fonctionne pas, même si elle aurait été super dans un autre contexte. On ne peut pas faire ça. Les questionnaires, il faut penser à la manière avec laquelle les gens vont répondre. C'est d'ailleurs la préoccupation principale. On ne peut pas changer d'angle de vue comme ça. Jusqu'à maintenant, ils demandent qu'est-ce que vous attendez d'un président de la République. Là, ils demandent si vous étiez présidente de la République. Ça n'est pas la même chose. Et ça n'a pas les mêmes biais. Et en fait, quand t'as différents... Parce que ça arrive, hein. En fait, t'es obligé de mettre ce genre de questions. Et là, ils sont pas obligés. Mais quand t'es obligé, en fait, tu cumules des biais, pas des avantages. Dans une enquête, voilà. Fun fact, pas fun fact, mais... Dans une enquête en sociologie, mais c'est pareil pour les sondages, quand on change d'angle de vue, ça ne fortifie pas l'enquête. On pourrait se dire,
On a posé la question, qu'est-ce que vous attendez d'un président de la République? Et là, si vous étiez président de la République. Donc il y a des contextes où ça fonctionne. J'ai pas les exemples là, mais par exemple, j'ai pas les illustrations, mais j'ai les exemples. Par exemple, sur les enquêtes qui ont démontré qu'il y avait un biais à l'investissement. C'est-à-dire, on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, est-ce que vous seriez pour que des gens puissent travailler le 1er mai? En majorité, oui. En plus, la question était posée en mode si vraiment ils étaient volontaires et qu'ils en avaient besoin, est-ce qu'ils devraient pouvoir travailler? Bon, bah, en majorité, oui. Mais si tu poses la question, travailleriez-vous le 1er mai? Beaucoup moins. D'ailleurs, ça a été posé il y a une dizaine d'années, c'était genre tu passes de 70 à 20, quoi. Et ça a été posé aux États-Unis il y a pas longtemps sur les travailleurs en usine et c'était les mêmes résultats. Donc voilà, quand il y a de l'investissement personnel, les gens répondent moins oui. Et en plus, ils surdéclarent aussi. Si vraiment ils étaient dans la situation, c'est probable que ce soit moins de 20%. Voilà, revenons sur ce truc-là. Ça ne fonctionne pas parce que quand on change de perspective, comment dire? C'est encore une question de mood en fait. Mais on va cumuler les désavantages du recul pris par les gens quand on leur recueille leurs sentiments dans la question du dessus, par exemple. Pas celle-là, mais genre celle-là. Voilà, là ils ont pris du recul. Ils se disent, si je devais voter pour un président, une présidente, ou si je devais en fréquenter une, je sais pas. Qu'est-ce que j'attendrais? Ça, ok. Puis, à la fin, parce qu'il n'y a pas d'autres questions après. Il y a encore des questions. Ah, donc après c'est RP si vous étiez président. Ok. Bon, il y a 2 questions. Ils changent de perspective, mais donc ça rajoute simplement d'autres biais qui sont que si moi je devais être président, présidente, je changerais tout, je serais bien plus compétent, ce genre de truc. Et c'est même étonnant qu'il y ait le pouvoir d'achat en premier. Parce que qu'est-ce que vous attenderiez d'un président, d'une présidente? Le pouvoir d'achat, souvent ça remonte assez vite parce que c'est ce qui touche directement les gens. Mais là, si on pose la question, si vous étiez président de la République, on peut pas le comparer au résultat du dessus, parce que le contexte n'est pas le même. Et en plus, les gens vont pas l'aborder de la même manière. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent se dire, si je suis président de la République, mon pouvoir d'achat, il est bon. Donc je vais pas agir là-dessus. Si les gens font moins de RP, ils pourraient se dire, bah, j'ai envie d'agir là-dessus, mais c'est pas réaliste. Donc par exemple, la protection sociale, c'est possible que ce soit tout en bas parce que les gens se sont dit, j'attends d'un président de la République à ce qu'il les augmente, mais si moi j'étais président de la République, je le ferais pas parce que j'ai une réputation, machin et tout. Donc ça n'est pas les mêmes biais qu'au-dessus, mais ça se cumule. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'avantages à faire ça. Si la question avait été qu'est-ce que vous attendez quelles sont les problématiques principales pour un président de la République, ça aurait été exactement la même chose, mais avec des biais en moins. Donc là, très con. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'en plus, ça les dessert hein, dans leur... même si on imagine leur agenda politique. Si, peut-être que ça les sert. C'est vrai qu'on admet plus les problématiques de droite parce que c'est celles dont on entend le plus parler. C'est le pouvoir d'achat et la sécurité en premier. Après, le pouvoir d'achat, c'est quand même... tout le monde met le pouvoir d'achat tout en haut, quoi. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que la première chose à laquelle pensent les gens qui répondent au sondage, c'est eux-mêmes. C'est une règle universelle. Par contre, les inégalités hommes-femmes qui sont tout en bas. Bon, en même temps, il y a marqué homme-femme.
On met plus trop les hommes devant. Des priorités fragmentées selon les électorats. Ah bah tiens, c'est ce dont je parlais plus ou moins. Nous, Front Populaire, pouvoir d'achat, ensemble, dette publique, Rassemblement national, immigration. Bon, c'est pas étonnant, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste de la politique ce tableau. Mais ça prouve que la stratégie des politiques fonctionne. Ouais, non, Osef. On peut en choisir que 3, c'est ça. Par catégorie socio-démographique et professionnelle, tiens, femmes. Pourquoi elles ont pas plus mis égalité homme-femme? Ouais, j'ai une petite réponse, mais c'est la même qu'à chaque fois qu'on parle de ELAB. Donc ça représente pas l'ensemble des Français et Françaises. Mais une certaine catégorie qui sont peut-être un peu plus conservateurs. Par exemple, ils vont surreprésenter de manière évidente les femmes au foyer. Avec un peu de chance, c'est des tradwives qui sont très contentes d'être opprimées. Mais c'est quoi ça? Ah non, mais d'accord, c'est tout en fait. Attends, je veux juste par curiosité. C'est où les problématiques? En priorité. Non, il n'y a pas de... Ah si, c'est là. Égalité homme-femme. Homme 2, femme 5. Bon, cela dit, ça reste dans la moyenne. En général, quand on s'intéresse aux problématiques des Français et des Françaises, les Françaises s'intéressent 2 fois plus aux inégalités que les Français. Voilà. Les Français sont plus de gauche, évidemment. C'est le cas ici? Oui, sûrement. Puisque, plot twist, tout ceci a déjà bien des défauts, mais on a un supplémentaire, puisque il aborde la question des votes. On a donc été voir les notices, et fort heureusement, président les Français, le président idéal, ELAB, 18 avril, c'est bien cette enquête. ELAB pour la tribune du dimanche, échantillon de 1000 personnes. Oh, 1000 personnes, c'est bizarre. Peut-être ont-ils redressé. Vous voyez rien. Peut-être ont-ils redressé, mais non, puisqu'ils ne nous en ont pas parlé dans leur communication. Et pourtant... je sais plus où c'est. C'est tout en bas, je crois. Et pourtant, déjà, on peut répondre à une grande question. Existence d'une gratification? Oui. Moins de 1 euro pour un questionnaire complété. Donc ça, ELAB ne le dit nulle part, parce que ça les dessert. Il y a une forme de gratification, ça biaise l'enquête. Mais ça permet d'avoir plus de répondants plus vite. Parce que ça, je vais pas revenir dessus, hein, ça surreprésente encore plus la précarité, parce que, comme disait le président de Odoxa, répondre à des sondages n'est pas un métier, on ne les compense qu'à hauteur de 3 euros. De seulement 3 euros, oui. Et seulement 3 euros, justement. Ça va attirer les gens pour qui 3 euros c'est beaucoup. Donc là c'est pareil, mais avec moins de 1 euro, donc encore plus radin. Donc ils vont attirer encore moins de gens différents. Critères de redressement. Oh, bah, un redressement, ils en ont parlé nulle part. L'échantillon brut a été redressé sur les variables socio-démographiques et professionnelles utilisées comme quota. Bon, encore heureux, hein. Je peux pas redresser sur n'importe quoi. Mais encore une fois, le redressement c'est délicat. Sur une vraie enquête, ça met plusieurs mois. Parce qu'il faut pas trop surreprésenter quelqu'un. Normalement, le redressement, justement, ça te permet de pas trop surreprésenter quelqu'un ou une façon de penser. Parce qu'on va donner plus d'importance à un résultat par rapport à un autre. S'il nous manque des gens dans une catégorie de population par rapport à une autre. Mais c'est délicat parce qu'on n'a pas tous les critères des gens. Donc par exemple,
pour... si on a trop de personnes âgées, on va diminuer un peu le poids de leurs réponses. Et dans quel sens? Est-ce qu'on va garder, par exemple, on peut dire, bah, on ignore certains résultats quand ça dépasse un certain seuil. C'est certainement ce qu'ils ont fait. Parce qu'on rappelle qu'ils ont 1000 personnes. Donc certainement qu'ils ont retiré des résultats. Et ils en ont le droit. C'est une façon de redresser. Mais qui est-ce qu'ils ont retiré? Laissez-moi vous dire que les vieux, s'ils en avaient trop, ils ont très bien pu virer ceux qui votaient à gauche. En tout cas, rien ne nous garantit qu'ils ne l'ont pas fait. Et Bolloré. Ce suffit à soi. Voilà. Donc c'était surtout pour dire que on a la réponse. Il y a bien une gratification. Donc biais supplémentaire. Confirmé. Biais confirmé. Et donc on a les questions. Et oui, je vous épargne tout parce que du coup j'avais déjà lu avant, donc je vous ai dit. Et il y a bien les questions. Avec les mêmes fautes d'ailleurs, j'ai remarqué. Actuellement machin machin, question 2 machin, question 3 machin, et par contre c'est bien, il y a rotation aléatoire des items. C'est bien qu'il le précise et c'est bien qu'il l'ait fait. Parce que sinon, voilà, pour ce genre de liste par exemple, on va répondre dans l'ordre. On regarde le premier, oui, le pouvoir d'achat, d'accord, et puis c'est ici tout en haut, c'est cool. D'ailleurs, fun fact, c'est impossible de vérifier que la rotation aléatoire des items fonctionne. Voilà, il y a eu plein de... j'en ai vu. Il y a eu plein de problèmes avec ce genre de principes qui sont des super principes. Encore une fois, pour pas que les gens votent dans l'ordre. Sauf que comment tu vérifies? En fait, les gens ont pas conscience qu'il y a une rotation aléatoire. Et tu peux leur demander, mais personne ne le fait. Et j'ai déjà eu des cas de figure où les gens qui ont fait ça ont testé sur leur ordinateur. Il y a une rotation aléatoire, mais quand ils envoient le questionnaire, il n'y en a pas. C'est un fun fact. Je dis pas que Lab est incompétent. Si, mais pas sur ça. Donc là, on a la confirmation. Hein. Ça marge d'erreur, oui. Mais il y a un redressement, donc non. Bon, et Lab à chier. Mais ça ne change pas. Maintenant, dernier petit sondage. Il est quelle heure? Bon, c'est pas une petite VOD, mais une petite VOD bien sympa quand même. Hein. On va aborder plein de sujets. Je verrai à la fin si... s'il y a d'autres sondages qui sont sortis et dont beaucoup de gens parlent. Mais j'ai pas l'impression. Debout Japon... Non. Non, les gens se sont pas remis du truc du 1er mai, là. C'était pas vrai, hein, le truc du 1er mai. Ça marchait pas, hein. Les gens ont déjà parlé au début. Et on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais il y a autre chose dont les gens parlent, c'est le tableau de bord des personnalités de l'IFOP. Alors, on n'a jamais trop parlé. C'est un tableau de bord, c'est donc un barème qui ne dit pas son nom. Puisque ça a ça en commun que c'est une enquête qui est répétée dans le temps. Ok. En général, enquête répétée dans le temps, plutôt bien, ça permet de voir les évolutions. Sous réserve que ce soit... Alors idéalement le même échantillon, mais c'est jamais le cas. En tout cas la même proportion d'échantillons, la même structure de l'échantillon, la même méthode. Et là par contre, IFOP. Moi j'aurais tendance à dire que, quitte à faire des interviews réalisées par... Enfin, mais bon voilà. Quitte à faire des interviews, quitte à interroger des gens, le 15 et 16 avril, c'est-à-dire mercredi, jeudi,
Et mardi, mercredi, c'est Elab. Mercredi, jeudi, c'est IFOP. Si vous voulez vous faire 6 euros, vous pouvez répondre aux deux et dire n'importe quoi. Non, faites pas ça. De toute façon, même si vous répondez pas n'importe quoi, ce sera interprété de manière plus que douteuse. Mais oui, quitte à interroger des gens mercredi, jeudi, autant le faire par questionnaire auto-administré. Comme ça, les gens répondent quand ils ont le temps. Je suis d'accord qu'il y a des avantages aux interviews réalisées par téléphone, parce que les gens peuvent poser des questions et ils ont le droit de ne pas comprendre. Mais en semaine, c'est impossible. Qui de la Gen Z, qui de notre génération, va répondre à un numéro inconnu un mercredi? Personne. Même si t'es inscrit sur les listes de l'IFOP. Je n'ai pas le temps. Et un jeudi encore pire. J'ai moins le temps le jeudi. Non, c'est pas vrai. Parce que le mercredi, je stream. Théorie statistique permet de... Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? La théorie statistique permet de mesurer l'incertitude attachée à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance. Oui. Communément appelé marge d'erreur. C'est trop mignon qu'ils mettent un descriptif de la marge d'erreur. Varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé, comme le montre ce tableau ci-contre. Non! Personne ne comprend ce que c'est qu'une marge d'erreur. Il y a une autre variable très importante, c'est la méthodologie. La façon avec laquelle on va la faire. Déjà qu'entre chaque institut de sondage, ils n'ont pas la même méthodologie. En fait, il faudrait que... Parce que là, ils mettent tous ce tableau-là parce que légalement, s'ils veulent avoir une chance d'être validés par la commission des sondages, il faut qu'ils prennent l'habitude d'en mettre. Il faudrait que dans la loi, juste on mette non, mais... Ou même en sciences, on n'a pas vraiment développé de tableau comme ça pour les différentes formes de questionnaires. Mais... Non, le tableau, il devrait pas avoir la même gueule entre un questionnaire auto-administré en ligne, un mail qu'on répond et un appel téléphonique. Et en plus, ce tableau, il marche pas si tu fais un redressement. Est-ce que tu as fait un redressement? C'est quoi? Un tableau de bord des personnalités politiques. Ça. Notice technique. C'est bien. 122, 161. Pro tips. Voilà, je vais faire un speedrun, mais... Pour savoir si c'est bien la bonne notice technique sur la commission des sondages. Si vous voulez vérifier vous-même, c'est votre droit en tant que citoyen. Vous pouvez me signaler des sondages en tant que citoyen. Il faut vérifier ce numéro-là. 122 161, 122 161. Et la date, comme ça on est sûr. Voilà. Avril 2026. Avril 2026. Donc on a bien la fiche technique de la commission des sondages. Désolé si je fais un peu vite. C'est juste que je veux vérifier quelque chose rapidement. CTRL F, redresse C. Ouais. Vous avez donc fait un redressement. Un redressement sociodémographique. Il y a marqué ou pas? Est-ce que j'ai ragé trop vite? Exemple de lecture du tableau et de la lecture des tableaux de croisement. Non, je vais pas rager trop vite. Ils disent pas dans leur communication. Ils disent juste dans la notice qu'ils sont obligés d'envoyer d'après la loi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas honnête. Il n'y a pas d'autre raison. L'enquête a fait l'objet d'un redressement sociodémographique et d'un redressement sur le niveau de diplôme. Ah ouais? Et d'un redressement politique sur la base de la reconstitution du vote. Donc ça c'est normal. Mais encore une fois, comment ils l'ont fait, ça on saura jamais parce que le redressement c'est très flou. On ne peut que leur faire confiance. Et laissez-moi bien vous dire que jamais de la vie, jamais je n'accorderai ma confiance à un institut de sondage. Ma confiance aveugle en tout cas. On est là pour savoir si on est censé leur faire confiance ou pas. Et jusqu'à maintenant, on a vu 2 ou 3 sondages où ça va. Ils ont ce point en commun d'avoir été faits pour des associations et pas des entreprises ou des journaux. Il y a un truc qui m'a choqué. Oui,
Un redressement, ok. Par contre, au-delà de 5 points, c'est que ton enquête elle était nulle à la base. Hein. Vous savez ce que c'est la différence entre des pourcentages et des points? Entre 46 brut et 52 redressés, il y a 6 points. 6 points de pourcentage. Et en pourcentage, il y aurait genre 8%, je sais pas. C'est bien des points de pourcentage. Voilà. Points de pourcentage qu'on additionne, pourcentage qu'on multiplie. Et donc au-delà de 5 points, c'est que ton échantillon à la base, il était pas ouf. Il y a bien 6 points de différence. Puisqu'il n'y avait que 2 modalités de sexe. On ne peut pas leur en vouloir. Même dans le recensement, on dit sexe. Et je sais même pas s'il y a plus de 2 modalités. C'est que la science d'une manière générale est en retard. Bon, sexe, il n'y a que 2 modalités, donc ça s'inverse, hein, voilà. Il y a 5 de différence dans les deux, enfin 6. Plus de 5. Et là c'est pareil, hein, agriculteur, on a quasiment le double. Quasiment. Voilà, on atteint 7 points. Profession libérale. Est-ce qu'il y en a une où on atteint genre 10 points? Oh! Diplôme CAP, ils ont 22 de répondants, ils sont arrivés à 40 après le redressement. Vous n'avez pas de diplôme, ils ont multiplié par 3 après le redressement. Oh, leur échantillon de base était à chier. Et ils ont retiré 15 points. Ça veut dire que... Encore une fois, on ne sait pas comment sont faits leurs redressements, mais même s'ils sont faits de la meilleure des manières, quelqu'un qui a répondu et qui a un diplôme du supérieur, sa réponse vaudra 6 fois moins que quelqu'un qui a répondu qui n'a pas de diplôme. Parce qu'ils ont divisé par 2 là, la pondération du niveau de diplôme supérieur. Et ils ont multiplié par 3 quand ils n'ont pas de diplôme, donc ça fait 6. C'est fou. Donc ça marche pas. Pas de questions à se poser, ça se fait pas, personne n'envisagerait de faire ça. Dans les votants, vas-y. L'extrême droite, elle est où? Marine Le Pen. Ah, le redressement, ça leur a fait plaisir. Dis donc. Qu'est-ce que ça a desservi? Macron. Ok. Où est la gauche? Ah, la gauche, un peu servi. Poutou dur. La droite, elle est où? La droite, elle s'en fout. L'autre droite. Ah, la droite s'en fout. La droite, ils étaient représentatifs. Hein. Oh, Eric Zemmour qui double son score, quoi. C'est honteux. Et V, IFOP. On s'est relâché à un moment, on a commencé à leur faire confiance. Et bah quand tu vois le dessous des cartes, c'est vraiment à chier. Sébastien Le Cornu, brut. Il est où Bardella? Donc on a excellente, bonne, mauvaise, très mauvaise. Ne connaît pas suffisamment. Je pense que c'est assez éloquent. J'ai pas besoin de vous faire un cours sur le redressement. De toute façon, j'ai assez expliqué. C'est juste que si en brut, on n'a pas beaucoup, et qu'en poids, on a beaucoup, c'est que ça va pas. Jordan Bardella, en positif. C'est là, Jordan. Oui, ma souris. Je vais zoomer plus. Jordan Bardella en brut. En très positif, ils avaient 119 résultats. Quand ils ont pondéré, donc donné plus d'importance au niveau de diplôme les plus bas. En poids, ça fait 148. En plutôt positif, ça a beaucoup monté aussi. En plutôt négatif, ça a beaucoup baissé. Ça, ce tableau de fou.
C'était qui le commanditaire? Paris Match. Non, pas d'extrême droite, Paris Match. Je sais pas. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est-à-dire que dans les populations qui répondent au sondage, les interviews sont réalisées par téléphone, un mercredi, jeudi. Mercredi, le fait de poser des questions le mercredi, ça peut expliquer pourquoi ils ont plus de niveau de diplôme du supérieur, mais par contre, les interviews par téléphone, les gens qui ont le plus haut niveau de diplôme répondent le moins. Donc c'est étonnant qu'ils en aient eu autant. Ou alors, je sais pas, est-ce que c'était volontaire? Pour pouvoir mettre en avant un candidat plutôt qu'un autre? Je sais pas. En fait, il y a des grosses failles, et ce qui m'étonne, c'est que c'est un tableau de bord. Donc leur méthodologie, ils y ont réfléchi parce qu'ils le font genre tous les mois, je crois. Donc, s'il y a ces failles-là chaque mois, on peut reprendre... non, parce que j'ai fermé. Mais l'écran au début de stream, c'était bien la fabrique de l'opinion, quoi. Là, on est en plein dedans. Le redressement plus que douteux. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient eu autant de répondants du diplôme du supérieur. Et si peu de gens qui n'ont pas de diplôme. En plus, l'IFOP, pour le coup, ils sont assez clean sur leur échantillon parce que c'est un panel. Donc c'est eux qui envoient le questionnaire au profil qui les intéresse. Pourquoi les gens qui n'ont pas de diplôme auraient pas répondu? Parce qu'ils font les métiers les plus pénibles et que le mercredi, jeudi, ils bossent. Bon, ok. Mais ton niveau de diplôme ne définit pas tes heures de travail. Non, j'ai pas de réponse. Le seul truc que j'ai, c'est que c'est honteux. Voilà. Divisé par 2, multiplié par 3, ça se fait pas. Quand ça arrive, on refait l'enquête et tout pire. En plus, vraiment, ils ont un panel, c'est eux qui décident à qui ils l'envoient. Déjà, ils sont pas censés faire de redressement. Ils ont qu'à envoyer à des gens qui sont représentatifs. Vous allez pas me dire que l'IFOP ne veulent pas mes données. Ah, moi non, parce que je réponds pas, mais... C'est quoi ça? Ah oui, c'est... Ça, c'est ce qu'ils présentent. Bon, du coup, on va pas tous retaper, hein, mais... Mais c'est rigolo de voir comment, sur ce qu'ils mettent en avant, ils mettent pas le fait qu'ils font un redressement. Et évidemment, ils mettent pas en avant le fait qu'ils fassent un redressement honteux. Absolument honteux. Parce que du coup, non, hein. C'est quoi ça? Une bonne opinion? Jordan Bardella, il est pas là. Hein. Vous allez pas me faire croire ça. Jordan Bardella en résultat brut, il est genre... là. Il est Bernard Cazeneuve. Pourquoi vous avez redressé de manière si suspecte? Après, la droite, elle avait pas tant changé, donc c'est étonnant. Bon, et encore, c'est en supposant que leur échantillon de base était bien. Et vu que les instituts de sondage ont la main mise sur les échantillons qu'ils construisent, qu'en plus, quand ils font des panels, on sait pas comment ils ont envoyé les questionnaires, ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, en fait. Bon, quand même, là, il y a une notice envoyée à la commission des sondages, donc ils ont un peu vérifié. Mais la loi ne suffit pas en matière de sondage. Ça, c'est un gros problème. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Hein. Mais il faudra se poser la question, peut-être prochain stream, se poser la question de comment comment aborder les sondages dans le futur. Parce que... En fait, on a vraiment développé une vision des sondages où on en a trop peur. On veut pas savoir comment c'est fait. Parce qu'on force pas les instituts à nous dire comment c'est fait. On devrait. On devrait de fou. Et on veut pas savoir comment c'est fait. Et on interdit de les faire avant les élections à quelques jours.
c'est bien, mais en même temps, soit pourquoi que quelques jours. Ah, pourquoi on est passé sur Calamity Mode là? Pas n'importe laquelle en fait. Et soit on n'interdit pas que quelques jours avant, mais genre quelques semaines, quelques mois, voire un an. On espère. Mais en fait, si cette question c'est parce que sinon il y a des sondages sauvages qui apparaissent partout. C'est comme beaucoup de choses qu'on essaie d'interdire mais qui est trop ancré dans nos sociétés, pas qui est important dans la nature humaine. On n'est pas comme ça nous. Mais c'est comme la prohibition, c'est trop ancré dans les mœurs et les gens avaient besoin de l'alcool. Bon là il y a des... Ouais, bon, le parallèle, voilà, il est ce qu'il est. Là les gens sont peut-être pas addicts au sondage, mais c'est un peu la même chose. Que on est trop habitué à en voir, et si on n'en voit plus d'un coup, bah on ira quand même en chercher. Bon après, peut-être que ça vaut le coup aussi. Hein. Peut-être qu'au moins on ira en chercher nous-mêmes, mais on demandera aux gens pour qui ils ont envie de voter. Mais genre aux gens quoi. Enfin, un panel IFOP dont on ne sait pas comment il a été constitué. Il y a un truc qui est perturbant aussi, mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé. C'est que quand on construit, enfin quand l'IFOP construit son panel, c'est-à-dire qu'ils ont une liste de gens avec des attributs à côté. Donc cette personne, quand elle s'est inscrite, elle a déclaré être cadre dans une entreprise. Donc après, ils ont fait un regroupement par les CSP, mais il y a un gros problème ou un gros avantage du recensement, c'est qu'il y a des agents recenseurs qui sont là pour expliquer ce que c'est. Parce que les CSP, beaucoup de gens savent pas ce que c'est. Catégorie socio-professionnelle. Et c'est la même chose pour tous les attributs, toutes les catégorisations qu'on utilise en sciences, où on met les gens dans des cases, dans des catégories, parce qu'on est beaucoup trop nombreux pour faire du qualitatif tout le temps, donc pour écouter tout le monde. Mais en même temps, c'est le meilleur moyen de représenter. Et c'est dur à faire. Est-ce que les instituts de sondage se donnent cette peine? Non, hein. Et pourtant, on peut rien faire contre eux. On pourrait durcir la loi, mais du coup, peut-être des sondages sauvages, là, qui apparaîtront. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est une vraie question. On peut pas l'interdire d'un coup. Si, on pourrait, mais après, ça fait très ministère de la propagande. En même temps, c'est déjà un peu ce qu'on fait avec la commission des sondages. On dit ce qui est des bons sondages et ce qui n'en est pas. On pourrait aller un peu plus loin et dire que c'est illégal de faire des mauvais sondages. Après, oui, c'est ouvrir la porte à une forme de fascisme parce que qu'est-ce qui est un bon sondage et qu'est-ce qui n'en est pas? Bon. Je sais pas. Eh bah tiens, dans les commentaires, comment on peut améliorer ces choses terribles qu'on voit de semaine en semaine? Nationaliser, hein. C'est une piste. On n'a jamais trop parlé de l'INSEE parce qu'ils font leur travail bien. Et l'INSEE, c'est le seul qui est public. Nationaliser? Peut-être. Eh bah, nationalisons. Et pas que un sondage si vous voulez mon avis. Allez, à plus YouTube.